الله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بدر وعلى أولياء الله الصالحين وعليكم وعلينا أجمعين. Pensée décoloniale, action agro-pastorale. Voilà, on s'est arrêté sur le partage précédent sur le droit de propriété qui a mis sur les forêts et les mines. Et on a vu effectivement comment est-ce que le droit de propriété sur les forêts avait réduit la capacité pastorale des pasteurs avec leurs troupeaux. Donc, c'est-à-dire que la forêt n'appartient plus. Donc, euh, monsieur le berger avec tes troupeaux, tu vas voir ailleurs. Sauf que le berger avec ses troupeaux, bon, il peut voir ailleurs. Mais c'est que c'est des collectifs justement qui étaient on les appelait, on les appelait avec son mécanisme qu'il va avoir voilà, dans les années Moussa, toi tu m'entends? C'est juste Brahim. Non, moi aussi ça crache. Enfin, moi je te vois, mais quand tu parles, ça coupe, coupe, coupe. Alors que ça le faisait pas il y a Ah, deux d'accord. minutes. C'est pas- Attendez, je vais mettre le wifi. Voilà, c'est bon, ça devrait aller, ça avance à la batterie, mais et donc c'est ça, c'est l'idée vraiment de ce droit de propriété qui va être vont être mises vraiment sous tutelle de ce nouvel État colonial par une expropriation, soi-disant par un droit de propriété. Alors que cette terre collective, vraiment, ce que je disais par rapport au stalinisme, c'est qu'on a la notion, nous, de la collectivité, les terres collectives, vraiment uniquement réduit au stalinisme des années 40, des années d'après-guerre, etc. Mais, subhanallah, regardez, au Maroc et ailleurs, on appelait les terres collectives al-Jama'a, les terres de Jama'a, vraiment les terres de la collectivité, les terres de la communion, les terres du rassemblement. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre que cette notion coloniale vient couper cette collectivité des terres qu'on appelait al-Jama'a, vraiment, littéralement, enfin, pas littéralement du coup dans le dialecte, mais en tout cas, c'est ça. Donc voilà, dans la thèse, voilà, on essaie d'aller sur ce qui peut être pertinent à notre époque. Donc effectivement, là, après les forêts et les mines, voilà, le travail de thèse va démontrer comment déjà les terres des corps armés de l'Guiche, qu'on appelait le Guiche, El Jeish, enfin, mais le Guiche, c'est en dialecte égyptien, vous savez. Voilà, pour ceux qui connaissent, ils prononcent le J, un G. Comment ils vont mettre la main sur des terres, les terres de El-Guiche, voilà, du corps armé du sultan. Mais voilà, ça pour nous aujourd'hui, c'est pas forcément pertinent, d'accord? Voilà, c'est là, ça a été documenté, mais ce qu'on va vouloir aller chercher, nous, c'est vraiment les terres collectives des tribus, d'accord? Donc on va passer directement à comment est-ce que justement ce pouvoir colonial va mettre la main mise, va avoir la main mise sur ces terres collectives des tribus, d'accord? Donc les terres domaniales, les terres des guiches et les terres confisquées se sont avérées insuffisantes pour les besoins de la colonisation officielle. D'accord? Donc ils vont confisquer les terres domaniales, les terres du guiche, mais voilà, un colon a toujours besoin de plus pour avoir plus. C'est toujours bien d'avoir plus.
Subhanallah. Le domaine de l'État était extrêmement réduit. Il n'en résultait que les terres disponibles pour les colons se trouvaient rares et elles sont encore rares. D'accord? Donc, bah, finalement, comment est-ce que, voilà, dans une perspective capitaliste, comment est-ce qu'on peut avoir une acquisition d'encore plus de terres? Donc, non seulement on a pris les terres du sultan, mais ça, voilà, on a fait référence sans forcément rentrer en détail. On a pris les terres de l'armée du sultan Al-Gish, mais ça, c'est toujours pareil, on n'a pas assez. Donc maintenant, comment on va aller prendre et manger la terre des tribus qui sont une terre de collectivité, de jama'a, de jma'a. Alors, pour pallier à cette insuffisance, cette autre direction dans la quête des terres sera entreprise et concernera la terre des tribus. D'accord? Et ce sera le Dahir du 27 avril 1919. Et regardez, le protectorat a commencé en 1912. Et là, c'est 1919. Et justement, on explique pourquoi ils vont attendre 1919. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est pas finalement dès 1912? Parce qu'effectivement, il y a entre 1912 et 1919, voilà, on n'a pas besoin d'être un professeur en histoire pour savoir qu'il y a eu la Grande Guerre en Europe. Effectivement, la Grande Guerre est aussi, comme on avait dit tout à l'heure, le phénomène de pacification des tribus marocaines n'a abouti qu'en 1934. D'accord? Donc finalement, même s'ils sont là présents, la colonisation est présente dès 1912, finalement, voilà, il y a toujours un risque de rébellion, il y a toujours des tribus qui ne sont pas encore pacifiées. Euh, et surtout, voilà, un besoin militaire qui va, dû à la Grande Guerre en Europe, qui va finalement réduire la présence militaire à ce moment-là, parce que voilà, un colon est obligé de déployer une force militaire pour. C'est ce qui, contrairement, voilà, parce on va nous dire oui, mais les tribus marocaines, même avant la colonisation, n'étaient pas forcément toutes loyales, etc. Mais peu importe. Ce n'était pas, enfin, c'était beaucoup moins brutal, en tout cas, le pouvoir central était beaucoup moins brutal qu'un pouvoir colonial qui va vouloir imposer un pouvoir hiérarchique d'État pour mettre un désarmement et puis une accaparation des terres collectives de toutes les tribus. D'accord? C'est beaucoup moins, c'était beaucoup, les choses effectivement n'étaient pas non plus dans un monde idéal de bisounours, mais c'était beaucoup moins violent que ce qu'il y a. Là, on va confisquer vraiment toute notion de collectivité. On va casser vraiment toute notion tribale de collectivité, d'inscription de l'individu dans ce qui le dépasse. Et donc, chaque individu se retrouve msikine tout seul, et c'est là où on va avoir la notion du salariat, finalement, qui va ne pas être un choix. C'est ce qu'on avait discuté tout à l'heure. C'est que le passage de l'agriculture au salariat dans les usines n'est pas un choix. C'est que on va vous faire une offre que vous n'allez pas pouvoir refuser. D'accord? Vraiment, c'est un esprit mafieux. C'est juste que voilà, on va avoir des lois, des choses, soi-disant. Mais c'est une mafia qui va venir et qui va raccaparer toutes les terres. Là, et là, et là, là. Donc le Daïr de 1919, donc ils vont attendre la fin de la guerre mondiale, la première guerre mondiale, et à ce moment-là, ben, les objectifs clairs de cette colonisation, qu'est-ce qu'elle est venue faire au Maroc, vont apparaître avec ce Daïr-là, d'accord, du 27 avril 1919. Mais avant d'aborder la question des terres des tribus, il est encore nécessaire de revenir sur le problème concernant les droits de propriété des étrangers avant de comprendre l'action menée par l'État en direction des terres des tribus. Parce qu'effectivement, on voyait que parce que la France, c'est pas le pays lointain. La France, c'est à côté par rapport au Maroc, d'accord? La France, c'est l'Algérie, d'accord? Donc, effectivement, on a déjà une présence française dans la région de l'Oriental qui est très présente, et on le voit vraiment même dans les statistiques, c'est que dans l'Oriental, les syndicats agricoles étrangers vont avoir le plus d'hectares accaparés, d'accord? Et du coup, face à cette présence-là, à cette colonisation des terres qui va commencer, ben, les différents ulamas vont s'y opposer, d'accord? Vont dire en fait que c'est pas qu'on n'est pas hospitalier, le Maroc est le pays de l'hospitalité par excellence. Mais voilà, face à un danger comme ça, effectivement, il y a eu des fatwas pour arrêter le business des terres agricoles avec les étrangers, d'accord? Un étranger n'avait pas le droit de s'accaparer des terres au Maroc avant ce daïr-là. Mais voilà, une loi reste une loi, on peut la contourner comme on veut, on peut faire ce qu'on veut. De toute façon, c'est la loi du plus fort. Bon, avec Trump aujourd'hui, c'est le mégaphone de la loi du plus fort, bien sûr. Mais
L'idée, elle est toujours là, d'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, pour contourner cette loi, justement, que les ulama ont, on fait, voilà, on militait pour, voilà, parce qu'il faut pas dire que voilà, tous les ulama étaient des vendus, etc. C'est faux, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, on va détourner cette loi par littéralement des syndicats agricoles. C'est pour ça que je vous parle de mafia. C'est pas, par des syndicats agricoles et d'élevage, d'accord, qui vont finalement sous une forme syndicale, vont acheter des terres, d'accord? Donc, ce n'est pas des individus, Zama, moi, X, Y, Z, je viens et j'achète des terres au Maroc, mais c'est un syndicat qui vient acheter des terres au Maroc. D'accord? Effectivement, on voit que dans l'oriental, voilà, la région de Oujda, etc., euh, où les Français sont déjà là depuis 1907, ben, c'est la région qui est le plus soumise vraiment à cette dérogation de la loi déjà dès 1913. D'accord? Et ça, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, ces terres collectives des tribus, ça a vraiment un caractère inaliénable des terres collectives, parce que c'est des awqaf, d'accord? C'est des awqaf, c'est-à-dire que c'est un bien commun éternel, c'est un bien commun qui revient à Dieu, c'est un bien commun qui est au service de toute la communauté, d'accord? Parce qu'effectivement, bon, ce qui est particulier au Maghreb, c'est que la notion du waqf, juridiquement parlant, on l'a appelé le habs, d'accord? C'est le ministère, par exemple, jusqu'à aujourd'hui, vous avez soi-disant un ministère des habous, d'accord? Mais le awqaf et le habous avaient vraiment, et d'abord, vraiment cette investiture sociale, d'accord? Cette investiture d'éducation, cette investiture sociale, vraiment du fait que le religieux n'est pas là pour uniquement être un domaine du culte, mais vraiment être dans une dimension sociale qui sert le bien commun. D'accord? Et effectivement, chaque tribu avait des terres collectives, mais qui avaient un caractère inaliénable. Ça ne veut pas dire que ça n'appartenait à personne. Au contraire, ça veut dire que ça appartenait à tout le monde. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, ça appartient à tout le monde, donc ça appartient à personne. D'accord? Donc maintenant, on va y mettre un droit de propriété, maintenant, on va le vendre à qui on veut. Bon, je caricature, mais c'est vraiment ça, en fait. Vraiment, c'est pour vous simplifier toute la thèse, c'est ça. Vraiment, vous simplifier. D'accord? Et ensuite, effectivement, bah, tout l'impact vraiment sociologique et social que ça va avoir sur cet individu qui travaillait la terre avec toute sa tribu, finalement, se retrouve dans une situation de difficulté financière, de non-possibilité de travail. Bah, du coup, le salariat dans les usines à Casablanca, à Kenitra et à Tanger ou je sais pas où d'autres, bah, devient sa seule porte de sortie. Non, non, c'est ça, c'est ça. C'est Donc voilà, pour arrêter la ruée spéculative dont les conséquences politiques étaient jugées importantes, l'État règlement dès 1912 le mode d'acquisition par les colons des terres collectives, des tribus. D'accord? La circulaire du 1er novembre 1912 fut le premier jalon une série de textes qui vont réglementer les terres collectives des tribus. Cette circulaire énonce le caractère inaliénable de ces terres. D'accord? Donc en 1912, on voit qu'effectivement, on garde la notion du caractère inaliénable de ces terres, les terres collectives. D'accord? Ça, c'est en 1912, mais on avait vu, voilà, ils ne vont pas arriver déjà dès 1912. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, pour revenir sur pourquoi? Parce que les risques sociaux et politiques de ces acquisitions, donc l'acquisition des terres collectives, étaient jugés sérieux à un moment où la politique de l'État résidait dans le maintien de l'ordre nouvellement établi. Voilà, c'est un nouvel ordre de colonisation qui est établi. On ne va pas venir et voler tout le monde comme ça devant tous. D'accord? On va y aller doucement. Donc les tribus récemment conquises risquaient de se révolter à nouveau. D'accord? La guerre en Europe, donc la Première Guerre mondiale entre 14-18, la guerre de 14-18, et la réduction des troupes sur place qu'elle exigeait rendait plus difficile le maintien de ces tribus dans l'ordre récent.
Les considérations de sécurité et la volonté d'organiser la politique foncière ont conduit l'État, durant cette première période, à consacrer le caractère inaliénable des terres collectives des tribus. Voilà, c'est-à-dire qu'ils arrivent au début, on maintient le caractère inaliénable des terres. D'accord. En fait, le problème de ces terres a été gelé en attendant l'après-guerre en Europe. L'arrivée de nouvelles troupes militaires, voilà comment ça marche, c'est celui qui a la force qui a la terre. D'accord. La consécration du caractère inaliénable des terres des tribus ne fut qu'un moyen imposé par les nécessités du moment. Donc le Dahir du 27 avril 1919 dévoilera les véritables desseins de la politique des tribus de l'État. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en 1912, on nous dit non, mais vous pouvez garder vos terres, on est là juste voilà, pour un peu réguler les terres du sultan, de l'armée, etc. Donc les terres des tribus restent les terres des tribus. En 1912, 1919, ça y est, c'est terminé. D'accord. Donc le Daïr du 27 avril 1919 est un tournant décisif dans les rapports de l'État et des tribus. Il est décisif en ce sens qu'il établit sur le plan juridique et politique de nouveaux rapports entre le pouvoir central et les tribus. D'accord. Donc c'est tout un nouveau pouvoir finalement qui s'instaure parce que finalement la vie et la force politique de la tribu sont altérées. D'accord. Le cadre tribal, écoutez bien, est réduit et redéfini et réduit à un simple cadre humain et économique. D'accord. Donc c'est ça finalement. Lorsque tu finalement coupe l'herbe sous les pieds des tribus, du gagne-pain des tribus, finalement tu individualises chaque tribu et tu individualises l'individu de chaque tribu qui se définissait collectivement, d'accord. L'individu se définissait dans ce qui le dépassait. D'accord. Donc, c'est ça ce qui est dit après. Donc, car si la tribu se définissait par ses dimensions politiques, économiques et sociales, la nouvelle politique vise à dépolitiser ce cadre. Tel est l'objectif inavoué du Daïr de 1919. D'accord. C'est vraiment finalement faire de la tribu un nouvel esclave, un nouvel ouvrier. Vraiment, littéralement. D'accord. Le nouvel État, contrairement à son prédécesseur, le Marzin, ne se contentera pas de la coexistence politique avec les tribus, il cherchera à les dominer dans le cadre qu'il définit des tribus. D'accord. Donc c'est vraiment un rapport de domination. D'accord. Alors que enfin, ce qui est expliqué dans la première partie, c'est que le rapport religieux de l'allégeance et de la loyauté envers le sultan, c'est d'abord et avant tout un rapport religieux, c'est d'abord et avant tout une allégeance religieuse. Et du fait même de l'appartenance à la famille chérifienne du sultan, c'est vraiment voilà, ça qui va euh, être le symbole vraiment de l'allégeance des tribus à son sultan. Là, la colonisation, elle arrive. Non, c'est terminé. On est là pour vous dominer. Vos terres, maintenant, sont définies par les lois que l'on érige, les lois que l'on dicte. Et puis, si ça vous plaît pas, bon, on a assez de matraques, on a assez de fusils pour vous faire comprendre des choses. D'accord? Donc, les terres collectives pour les besoins de la colonisation. D'accord? Regardez, ça s'appelait. Moi, je l'ai découvert, ça, que cette terre collective, elle s'appelait le Jma'a, la Jama'a. Vraiment, subhanallah. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure, vraiment, la notion de collectivisme qui est réduit voilà, dans l'imaginaire européen, etc., au stalinisme. Non, c'était vraiment la culture des indigènes, la culture vraiment des peuples autochtones. D'accord? Cultiver la terre ensemble. Quoi de plus naturel, quoi de plus normal? D'accord? La réglementation des bleds Jma'a et terres collectives fut entreprise au premier jour du protectorat, mais orientée exclusivement au début dans le sens de la protection de la propriété indigène menacée par la spéculation. Elle a été ensuite influencée par une préoccupation nouvelle. C'est principalement les terres des Jma'a que le protectorat peut compter prélever les surfaces excédant les besoins des groupements et susceptibles d'être affectés à la colonisation. Voilà, donc là, c'est vraiment, ça nous montre, voilà, qu'est-ce qui va en résulter, c'est que on vous prend vos terres pour les redonner à X, Y, Z, à notre guise. Voilà. Donc, sur quelle base a été érigée la politique en faveur de la colonisation agraire dans la direction des terres collectives du tribut?
Quel a été le rôle de l'État dans la définition et la mise en pratique de cette politique? Ces questions permettent de saisir la place de l'implication de l'État dans la mise en place d'une agriculture nouvelle et qu'il l'entendait favoriser. D'accord? Et là, vraiment, voilà, on va avoir vraiment tout un nouveau rapport à la terre finalement, voilà, parce que ce n'est pas juste une propriété qu'on va mettre à la terre, c'est que maintenant, bah, comme on avait dit tout à l'heure, c'est que l'humain finalement devient un moyen et la terre est quand même, par définition, si l'humain lui-même il est un moyen, donc la terre n'est qu'un moyen, la terre n'a plus cette sacralité collective, vraiment le fait que ça soit une jama'a, une collectivité. D'accord? C'est que finalement, c'est vraiment la notion de la terre des ancêtres, la notion de la terre de nos enfants, finalement, que l'on coupe. D'accord? Donc, si déjà l'humain, on l'a cassé, donc, la colonisation, on ne va le voir qu'un moyen, que dire de la terre? Que dire de la terre? Le caractère inaliénable des terres Jma'a est repris par l'article 4 du Daïr. Les terres collectives sont imprescriptibles, inaliénables et insaisissables. D'accord? Donc ça, c'est le premier Daïr. De ce principe s'accompagne la reconnaissance du droit de propriété des tribus de Douar, des fractions et autres groupements sur les terres. D'accord? Le passage d'une notion coutumière de droit, basée sur le critère de jouissance des terres par les tribus, à la notion de la propriété est mise en avant. D'accord? Donc, et c'est là le problème avec les gens qui te disent oui, le droit de propriété existe en islam. Non, je suis désolé, pas dans la notion que l'on connaît aujourd'hui. Il y a un droit coutumier, en fait, basé sur un droit de jouissance des terres. Tu peux, entre guillemets, posséder une terre tant que tu la travailles. À partir du moment où tu la travailles plus, elle te revient pas de droit, elle t'appartient pas parce que voilà, j'ai acheté ma terre et puis je laisse moi des hectares comme ça dans le vide, juste parce que voilà, je suis un grand propriétaire. Non, ça n'existe pas. D'accord? Donc, on va passer d'une notion de jouissance des terres, d'accord, pour pouvoir jouir de ce que la terre peut offrir, à condition de la travailler, à la notion de la propriété privée. Donc voilà, typiquement, moi je vous dis, en fait, c'est ce que nous dit la thèse, c'est qu'avant 1912, le droit de propriété privée n'existait pas, mesdames et messieurs. Donc c'est pas la peine de venir me dire, oui, en islam, la propriété privée existe. Non, je suis désolé, elle n'existe pas. Le droit de propriété fait son apparition. C'est littéralement ce qui est écrit. D'accord? Le droit de propriété fait son apparition à ce moment-là. La reconnaissance de ce droit s'accompagne de la privatisation de la propriété dans la mesure où ce droit est personnifié. D'accord? Maintenant, ce n'est plus un droit collectif de toute la tribu. Maintenant, elle appartient à la personne. C'est un droit personnifié. C'est X, Y, Z qui va posséder la terre. D'accord? Et donc, ça individualise, et donc, ça découpe, et donc, ça, etc., etc., ça engendre tout le cataclysme social que ça va engendrer. Est-ce que vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? Est-ce que ça va déjà? Parce que, voilà. Bon, ça va, Inch'Allah. Donc, c'est comprendre, en fait, vraiment, c'est comprendre le droit de propriété personnifie l'objet, donc les terres, et la personne morale possédant les tribus. D'accord? Mais les tribus ne pouvaient exercer ce droit de propriété que sous la tutelle de l'État. Seul l'État pouvait agir au niveau de la transaction des terres. La propriété des terres collectives ne peut être acquise que par l'État ou par les collectivités indigènes. L'acquisition de ces terres au profit de l'État peut être réalisée à cause de l'utilité publique en vue de créer des périmètres de colonisation. Voilà. Voilà l'objectif, c'est créer des périmètres de colonisation. Voilà. Maintenant, non, parce que la tribu n'a plus de terres collectives, maintenant les transactions des terres bah, passent par l'État, bah, l'État voudra en faire ce qui voilà, donnera, voilà, soi-disant des marchés publics, etc. Mais en réalité, va les offrir au mieux 10 ans, voilà, pour rester dans le terme économique. Donc, en mettant en avant, en consacrant le caractère inaliénable des terres collectives durant la période 1912-1919, donc là, c'est la période où on a maintenu le caractère inaliénable, l'État cherche à construire un stock de terres dont il pourra disposer pour réaliser sa politique agricole. D'accord? Oui, c'est ça. Bon, on va s'arrêter là pour ce soir, Inch'Allah. Voilà, c'est pour pas trop non plus charger.
Si, vas-y, comme ça on finit ce paragraphe, Inch'Allah, on finit ce paragraphe et Oui, parce que c'est donné à... Enfin, après, voilà, ils expliquent effectivement comment est-ce que la réaction de tribu se manifestera plus tardivement. Ouais, subhanallah. Ouais, les Msakines, les gens, ils ont eu du mal à voir ce qui se passait, en fait. Ça allait tellement vite que... Voilà, notamment, ils parlent de la tribu des Sma'ala de Wadzam, enfin, une très belle famille, on a de la belle famille qui sont de là-bas, de Sma'ala. Voilà, les réactions finalement se feront assez tardivement, à partir de juillet 26, notamment dans les tribus de Sma'ala, de Wadzam, de Roba', Roba'. Voilà, on va littéralement voir en fait qu'on est en train de voler, en train de voler le pays comme ça. Donc voilà, en 1926, on commence à avoir, voilà, le Daïr, il sort en 1919, en 1926, on commence à avoir des réactions de soulèvement contre ce Daïr-là. Bon, bref, juste pour qu'on finisse du coup le paragraphe, si le terme juridique est utilisé pour cette procédure qui consistait à soustraire des terres aux tribus et le prélèvement, il s'agit ni plus ni moins d'une procédure d'expropriation. D'accord? Donc les gens, ils vont voir en fait finalement qu'on leur a volé leurs terres comme ça sous leurs yeux. Une procédure d'expropriation. Le résident général Noguès 1938-1942 ne pourra nier ce fait. D'accord? Donc c'est le résident général, c'est ceux qui viennent à la place de l'IOT, en fait, tu vois. C'est le représentant, voilà, de la résidence coloniale au Maroc. Donc il dit, voilà, il ne pourra nier ce fait. Donc il dira, donc s'il y a eu des expropriations, elles ont été faites avec recasement. D'ailleurs, on peut à peine parler d'expropriation. Bon, ça c'est lui qui le dit. Je connais certains qui n'ont souffert en rien du déplacement au moment de la colonisation officielle. Bon, c'est-à-dire qu'on vous a volé, mais on a été gentil avec vous. C'est ça qu'il est en train de dire, en fait. Malgré la prudence et le voile dans ses propos, d'accord, bon, voilà, il est prudent dans ce qu'il dit, Noguès ne peut nier le fait que l'expropriation a eu lieu du fait même que l'État, d'accord? Donc, on vous a bien volé, d'accord? Mais on a été, voilà, quand même, on a été un peu gentil, quand même. L'État est l'agent principal de l'expropriation de terres collectives des tribus. Et voilà comment, subhanallah, on a cassé ce qu'avait été notre cher Maroc dans vraiment toute la dimension hospitalière, dans la dimension collective, la dimension de partage, la dimension vraiment, la dimension de s'offrir et d'offrir. La ilaha illallah. Ouais, alhamdulillah, rabbil alamin. Ben, merci en tout cas de m'avoir écouté. Donc c'est important, c'est important. Voilà. Quand on parle de pensée décoloniale, déjà il faut comprendre effectivement qu'est-ce qui s'est passé en pensée décoloniale. C'est pas, voilà, ils sont venus, ils ont changé de drapeau, ils ont mis un autre drapeau. Non, ça c'est de l'ordre du symbolique. C'est pas qu'est-ce qui s'est réellement passé sur le terrain. D'accord? On a exproprié, entre guillemets, pour pas dire volé, les gens de leur terre collective ancestrale. D'accord? La terre, elle appartenait à la collectivité. Les terres appartenaient aux tribus. D'accord? La terre, c'était un lieu d'engagement collectif, un lieu d'éducation pour les générations futures. La terre, c'était tout, c'était toute la tribu. D'accord? La terre, c'était toute ta vie, c'était toute ta définition. On vient, on coupe ça. C'est ça la pensée décoloniale en fait. C'est pas penser décolonialement comment est-ce que ben, nous, les pays africains, on va devenir comme la Chine, on va aussi devenir une superpuissance, etc. Ça, c'est du pipeau, c'est pas une pensée décoloniale. Ça, vous êtes encore plus colonisé que les colonisés. Parce que même la pensée coloniale avait quelque part une notion Bon, bref, on va pas allez, voilà ce qui se passe. Voilà ce qui s'est passé et voilà ce qui s'est passé. Barakallahu fikum, en tout cas, est-ce que Sidi Ibrahim, tu veux nous partager quelque chose, toi qui es dans le vif du sujet, du sujet, du sujet? Shukran, shukran, barakallahu fik, Jad. Moi, je m'en vais. Merci, c'était très touchant. Barakallahu fik. Fikum, pour te faire.
Donc voilà, et pour revenir effectivement sur ce que nous on appelle du coup ce qu'on définit comme la colonisation, c'est pas un pays qui vient coloniser un autre. Voilà, même si là effectivement c'est une étude de cas, donc effectivement c'est un pays qui vient de coloniser un autre, mais c'est vraiment le droit de propriété qui vient casser la paysannerie. D'accord? C'est vraiment ça pour nous en fait. Comment est-ce que la paysannerie l'attache au pays? Vraiment, c'est ça d'abord un paysan. C'est quelqu'un qui est attaché à son pays, enfin un pays vraiment en termes agricoles, agraires. D'accord? C'est comment le droit de propriété, le droit d'exploitation va venir vraiment détruire la paysannerie. Est-ce que tu comprends mieux un peu mon propos, Yasser Ibrahim? Oui, 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 alhamdoulilah, ouais, ouais, c'est plus... Moi, je m'attendais quand même à des références à comme tu me parlais de Bard et tout, mais À quoi? effectivement, tu m'avais parlé de Pardon. l'esprit de Bada. Oui, bah, Ah est-ce que ouais, là, tu me... n'est pas une forme, c'est Ibrahim. Voilà, c'est pas une forme, c'est ça l'esprit de Badr. C'est ça Oui, oui, l'esprit de... bien sûr, mais tu aurais dû y faire référence quand même à Sahbi. Bah, pour moi, j'ai envie de dire, en fait, l'esprit de Badr, pourquoi est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, enfin, le soulèvement d'abord des gens de Badr, c'est un soulèvement justement de gens qui leur ont volé, en fait, parce qu'il y a eu la hijra de la Mecque à Médine. Et les gens, il y a eu une expropriation, littéralement, une expropriation des biens, des gens qui ont tout laissé derrière. D'accord? Ils sont rentrés, ils se sont servis dans leur maison, etc. Ben, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est levé contre ça. Alors, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas, voilà, parce qu'effectivement, il rentre dans la phase mosaïque de ça, la phase de Moussa, alayhi salam, vraiment, la phase comment ça? Déjà, vous nous virez de chez nous, et ensuite, vous prenez nos affaires comme ça, et ensuite, vous passez, soi-disant, vraiment, selon la route du chemin, vous passez euh, devant nous, et vous dites, soit dit, regardez, on va prendre leurs affaires, on va aller les vendre dans le chemin, et on va passer devant eux, ils vont rien dire. D'accord? Donc, c'est ça, vraiment, le Badr, c'est vraiment la levée, la levée de l'opprimé contre le capitalisme. D'accord, c'est pas parce qu'on a les termes des fois nous voilà on dit c'est les Quraysh, les Muhajirin, etc. Certes, effectivement, c'est des termes nobles, mais ça ne parle pas de ce qu'était vraiment le soulèvement de Badr. Le soulèvement de Badr est le premier soulèvement anticapitaliste de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord, c'est ça. Donc pour nous, quand on parle de Al-Badr, elle est là. C'est pas, c'était une forme. La nouvelle forme de Al-Badr qui doit revenir, elle est là aussi. Tu vois? Donc, c'est pas, Al-Badr, ce n'est pas une forme, ce n'est pas un fait historique, c'est un fait principiel avant tout. C'est l'ordre du principe. Bah, barakallahu fik, en tout cas, ça m'a permis effectivement d'expliquer mon propos, pourquoi est-ce que je nomme ça Al-Badr. Voilà, nous, on n'est pas voilà, pour un ressoulèvement, etc. C'est pas notre propos, mais c'est effectivement bah, encourager un retour vraiment à la paysannerie, retour à l'émancipation par le travail de la terre, retour collectif, parce que c'est vrai que si on est dans une démarche individuelle, on ne pourra rien faire. D'accord? Et c'est ça là où on peine, nous, un peu, on pédale sans avancer. Enfin, on a l'impression de pédaler sans avancer. C'est que on a vraiment la voie de sortie, vraiment collective. Mais tout seul, on peut rien faire, vraiment, parce que voilà, on est seul. Mais on a besoin d'un collectif qui s'approprie vraiment ce retour à la paysannerie, ce retour à la terre. Alhamdulillah, en tout cas, Dieu donnera quand les gens voudront. Ya Rab. Tawfiq, Inch'Allah. Est-ce que c'est plus clair, c'est Ibrahim? Oui, oui, bien sûr, mais effectivement, ça va nécessiter quand même quelques précisions, quoi. Hmm. Mais évidemment, Bah, c'est plus clair. merci, barakallahu fiik. Effectivement, ça m'a permis de préciser pourquoi j'ai eu ce choix-là. Ce choix-là. C'est voilà, pour que effectivement l'esprit de Badal ne se dilate pas vraiment juste dans le fait historique et dans
qui soit toujours, voilà, c'est avant tout un souffle, c'est avant tout une posture, c'est avant tout des prières éternelles, c'est avant tout, voilà. Et comment finalement en bénéficier aujourd'hui? C'est ça, si on veut réellement suivre la voie prophétique, c'est comment en bénéficier aujourd'hui et comprendre là où il faut aller. Après, il y a l'équivalent algérien avec la révolution agraire, là, le communisme, enfin, euh, l'infiltration des idées du modèle communiste dans l'espace politique algérien post-colonial. La révolution agraire, c'est 70, je crois. C'est au lendemain c'est au lendemain de l'indépendance, on va dire. Il y a eu quoi? Enfin, vas-y, explique-moi les faits, vas-y. On en avait déjà parlé, c'est la révolution agraire là, de Boumedienne qui en fait nationalise tous les biens, Oui, 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 oui. nationalise surtout en fait l'agriculture, en fait un Oui, bien national et ouais, ouais. au nom des idées donc du communisme et tout quoi. Et en même temps donc effectivement des racines un couple. Effectivement, ouais, 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 ouais. Il déracine ce qui a été déjà épargné par 130 ans de colonisation, lui, Voilà. il va l'achever. Effectivement, effectivement, Dans le contexte d'indépendance pourtant, hein, soi-disant. voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on disait que la colonisation pour nous, c'est pas un pays qui vient en coloniser un autre. Ça, c'est une étude de cas, voilà, c'est une étude de cas. Mais c'est effectivement un système d'exploitation qui vient détruire un système paysan. D'accord? C'est ça avant tout la colonisation, pardon. D'accord? Effectivement, la paysannerie française, comme j'expliquais, vraiment a été la première de souffrir vraiment de la révolution industrielle euh, avant d'aller tirailler la paysannerie du reste du monde. Mais voilà. Voilà. Ouais, barakallahu fikoum, en tout cas. Ben, merci en tout cas d'avoir assisté à ce partage. Et alhamdoulilah rabbil alamin. Qu'Allah nous protège, qu'Allah vous protège, qu'Allah nous donne et vous donne et nous permette, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Allez, comme ça, là,